Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Nous avons beaucoup parlé de romans, d'essais et de récits. Aujourd'hui, nous allons parler de notre genre littéraire, la poésie. L'invité du jour est Mame Balla Mbacké. Mame Balla, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, M. Top. Merci à vous également de m'accueillir chez vous. Le choix de la poésie, qu'est-ce qu'il explique? Bon, je dois dire que ce choix-là, c'est peut-être une prédisposition. Je me plaisais déjà au lycée d'écrire des vers. Alors, ça m'est venu comme ça et je me suis lancé dans ce genre-là. Écrire des vers, c'est une chose. Essayer de les adapter à des thèmes, une autre chose. Ça également, c'est un génie parce que le poète, souvent, est un créateur, un démiurge pour certains. Comment vous vient cette révélation d'adapter thèmes et vers? Bon, je dois dire qu'il y a un travail d'abord qui se fait en amont. Et ce travail-là, peut-être, c'est l'inspiration que l'on a. Mais après l'inspiration, il va falloir, comme le disait un autre poète, il va falloir, ou il faudrait ciseler, limer, etc. pour arranger, avoir ce que l'on veut. Parce qu'on peut avoir des idées, on peut avoir des émotions à traduire et tout. Maintenant, il restera le travail de raffinement et de perfectionnement. Parce que, comme vous l'avez dit, la poésie a ses règles et une certaine marque qui fait qu'on ne peut pas écrire comme l'on veut, à moins qu'on ne soit dans la prose poétique. Voilà. Vous êtes enseignant, lorsque l'on écrit, vous êtes professeur de lettres modernes de surcroît. Votre formation facilite-t-elle votre approche poétique? Oui, je dois l'avouer. En tant que prof de lettres, on a l'habitude de parcourir plusieurs ouvrages, disons tout simplement dans la poésie, que ce soit dans la poésie, dans le théâtre ou dans les autres genres littéraires. Ce qui fait que également pour la langue, je ne dirais pas qu'on a beaucoup plus de facilité, mais nous faisons beaucoup plus attention sur le travail de poète que nous faisons. Exactement. Exact. Alors, nous allons maintenant parler des thèmes que vous avez abordés. Vous avez abordé énormément de thèmes. Lorsqu'on parle de la poésie, souvent tristesse, mélancolie, amour. On trouve tous ces thèmes, toutes ces thématiques dans votre écriture poétique. Est-ce que vous avez choisi de vous adosser à l'écriture classique, au thème classique, ou alors est-ce que vous écrivez pour exprimer, comme tous les poètes par ailleurs, une sensation? Bon, pour la thématique de l'ouvrage, je crois que c'est le nom qui en dit long. Un cocktail, c'est un mélange. Il y a des poèmes qui renvoient à la joie, à l'amour, à tout ce qui est splendeur, mais il y a également des poètes que l'on a tirés de nos propres souffrances qui sont quelque part les souffrances d'autres êtres humains. Voilà. Comment dire, le fait que les thèmes soient aussi variés, cela renvoie également à la vie, tout ce qu'on peut y retrouver, comme bonheur, comme malheur, comme moment de tendresse, comme moment également de cette vie-là qui peut être extrêmement dure. Il y a également les aspects de la vie sociale. On parle de politique, on parle de l'immigration, on parle de la guerre. Tous ces thèmes-là également constituent ce qu'on appelle ce cocktail-là, ce mélange-là de la vie dans tous ses aspects. Après tout, la vie est un cocktail, dit-on. Vous avez choisi donc d'énumérer le cocktail de la vie dans votre écriture poétique, dirais-je. Mais quand vous nous dites qu'il pleut des gouttes sucrées, salées, qu'est-ce que vous insinuez? Alors là, c'est une métaphore, hein, c'est une image. Ça pourrait bien renvoyer à ce que Baudelaire appelle les fleurs du mal. Ces gouttes-là sucrées salées, ce sont les poèmes. Il y a des poèmes sucrés qui renvoient à tout ce qu'il y a de doux, tout ce qu'il y a de bon dans la vie, le petit matin,
quand on parle d'amour, quand on observe ou quand on prend le temps de se délecter d'un bon coucher de soleil, etc. Mais d'autre part également, il y a cet aspect-là qui renvoie à une pluie salée. C'est la tristesse, c'est la guerre. C'est tout ce qu'il y a comme fardeau, tous les maux de la vie. Il y a de la poésie comme prose, également la poésie de la versification. Vous avez fait le choix le plus complexe, disons-le, la versification, à travers la mesure, la césure, le rythme. Pourquoi également ce choix? Bon, M. Top, je crois que je reviens à votre première question. Le fait que je sois prof de lettres modernes également et que j'enseigne la versification est un atout de plus. Et là, on voudrait faire de la poésie. En notre temps, on parle beaucoup de poésie en vers libre, c'est vrai. Il y a des poèmes dans cet ouvrage-là qui sont des poèmes en vers libre, bien sûr, mais il y a également d'autres poèmes qui sont calibrés, qui ont été forgés, qui ont été construits selon une certaine manière des classiques. Il y a des sonnets, il y a des vers de 6 syllabes, des 6 des 7 etc. Là, on a essayé quelque part de revenir également à la source de la poésie avec les grands. Avant maintenant de nous adosser, de prendre cette poésie-là, d'emprunter les voies de la poésie en vers libre. Dans votre écriture, vous avez sans doute rendu hommage à Serigne Touba, par exemple. Ensuite, à l'enseignant, aux prisonniers. Une façon de dénoncer, certes, mais de les rendre hommage également. Pourquoi ces choix, ces thèmes? Oui, ces thèmes, je rends hommage... D'abord, Serigne Touba et l'enseignant. Ce n'est pas par hasard que je vous pose une question sur Serigne Touba et l'enseignant. C'est vrai. Hommage à Serigne Touba, qu'Allah soit satisfait de lui. Hommage à l'enseignant. Vous y voyez une certaine, disons, il y a des liens entre les deux. Serigne Touba fut un enseignant peut-être d'une dimension autre. Mais également, Serigne Touba, quelque part dans ses écrits, dans un de ses ouvrages qui s'appelle Nahju, je crois bien si je ne me trompe, il revient pour dire qu'un enseignant qui vous enseigne une seule lettre, vous lui devrez peut-être 1000 dirhams. Cela montre l'importance que lui-même, le grand cheikh, il avait de l'enseignant. Je rends également hommage à la femme, la femme qui est la racine de tout. Hommage à la femme. Je rends également, naturellement, parlant de la femme d'une manière générale, je rends également hommage à ma mère. Je rends également hommage à Serigne Cheikh, le lion de Bamba, mon père disparu en 2008. Autant d'hommages que l'on rend à ces gens-là. Et quand je parle d'enseignant, je pense également à un enseignant qui m'a profondément marqué. Je dois dire que lui, il a été le déclic de ce qui m'a poussé à écrire. Cet enseignant-là, du nom de Moriba Diakhaté, était ancien censeur du lycée Demba Diop. Quand j'ai écrit la première fois un poème sur lui, il m'a écrit une lettre que je garde toujours en mémoire et par devers moi. Parce que dans cette lettre-là, il me disait que j'avais ce qu'il faut pour écrire. Je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas, j'ai cru à ce qu'il avait dit et j'ai essayé tant bien que mal d'écrire quelque chose. La place de l'amour dans votre approche poétique? Alors, M. Top, l'amour pour un poète, pour un homme, pour une femme, je dois dire que c'est le miel de la vie. Le nectar, disons. Oui, le nectar, disons. Le nectar de la vie, l'élixir même. Il y a un poème que j'ai intitulé « À la recherche de l'amour », un poème intitulé « Elle », un poème intitulé « J'aimerais ». Autant de thèmes qui renvoient à l'amour et d'autres. Hein, le thème de l'amour est incontournable. On ne peut pas chanter la vie, on ne peut pas magnifier des sentiments, revenir sur des passions et tout simplement mettre de côté l'amour. Alors c'est la raison pour laquelle on a essayé avec ce grand thème de revenir
par rapport à nos ressentis, par rapport aux ressentis peut-être de certains. Car l'amour est universel. Lorsque l'on parle de l'amour, on parle souvent de la vie, mais bien souvent, et même très bien souvent, chez les poètes, l'on y voit la thématique de la mort. Bien sûr. Métaphysique, spirituelle, ce qui est insaisissable chez les poètes. Bien souvent, la mort, il y a une bonne représentation. Vous également, vous n'avez pas dérogé à la règle, vous en avez parlé, vous en avez écrit. Quel rapport existe-t-il entre le poète et la mort? Alors, le rapport qui existe entre le poète et la mort, c'est le rapport qui existe entre tous les individus, selon moi, et la mort. Sauf que le poète, lui, il s'attarde, il fait de telle sorte, où il s'épanche de telle manière qu'il essaie d'apprivoiser en quelque sorte la mort. Cela veut dire que le poète tente, par ses œuvres, par sa manière de chanter même la mort, de la défier quelque part. La défier non pas qu'il peut, ou qu'elle peut, si on parle de la poétesse, être en dehors de cet espace-là où toute âme qui goûte à la vie goûtera à la mort. Mais le poète essaie de faire de cette réalité-là tragique, quelque chose de magnifique. Il y a un poème que j'ai intitulé « Si je meurs ». Là, je reviens sur... comme si je faisais un testament. Ça veut dire que le poète n'a pas forcément peur de la mort dans la mesure où elle va vers la mort, en mourant avant que la mort n'arrive. C'est un peu philosophique, mais c'est cela. Exact. Quelque part également, ça c'est un aspect, c'est toujours le cocktail. Il y a les deux faces de cette médaille-là, si on peut l'appeler ainsi. Il y a un autre poème qui clôt le roman et qui s'appelle « La faucheuse ». Ce nom-là, rien qu'à l'entendre, ça fait peur. Et là, on interpelle la mort sur le fait qu'elle ne laisse personne, comment dire, elle n'épargne personne. La mort n'épargne personne. Ni les riches, ni les pauvres, ni les gentils, ni les méchants. Ni les joyeux, ni les tristes. La mort frappe tout le monde. Et là, le poète interpelle la mort. J'interpelle la mort en lui disant, aurez-vous de la peine pour ceux qui peinent mais tiennent? Au moins ces gens-là. Bon, mais on se rendra compte que la mort est inévitable et vaut mieux mourir avant de mourir en tant que tel. Vous avez également parlé du temps. Vous en avez parlé, vous avez chanté en choisissant, selon Victor Hugo, à lui c'était l'aurore, vous le tout petit matin. Qu'est-ce qui explique également ce quelques décalage entre le père presque de la poésie moderne et vous? Alors le temps également, M. Top, c'est un sujet qui préoccupe, disons, les poètes. Vous avez parlé de Victor Hugo, on parle également de ce célèbre poème-là de Lamartine, Le Lac. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Bon, ça continue, suspendez votre cours, beaucoup de malheureux ici vous implorent. Bon, voilà. Mais moi, je me suis arrêté au petit matin. J'intitule le poème « Le petit matin, une heure de délices ». Je crois qu'il y a une symbolique également de cette heure-là, de l'horreur, de la matinée. Quelles que soient les peines que l'on a, quelle que soit la joie que l'on a, en se réveillant, on a un autre souffle. Et ce souffle-là, toujours, si on est heureux, ça donne beaucoup plus d'entrain. Si on a passé une mauvaise nuit, disons-le, le petit matin est là, comme si l'ardoise était effacée. Si on veut bien écouter son cœur, si on veut bien écouter la nature, si on veut bien s'ouvrir à ce qui fait la beauté de ce petit matin-là, qui souvent a quelque chose de divin. Quand vous parlez, même si l'on veut bien écouter la nature, si l'on veut bien écouter le temps, chante le rossignol ou langoureuses mélodies espagnoles, on y sent également la présence de la diversité, de la biodiversité dans cette poésie-là. C'est comme si le temps, dans son espace quelque peu infini, également englobe tout ce qui est être vivant et
être non-vivant. Vous pouvez même lire la poésie, ce poème si vous voulez. Oui. C'est à la page 77, juste pour dire que vous en avez parlé. Vous pouvez le lire. Le petit matin, une heure de délices. Plein de douceur, il s'installe. Valse pétales de rose et odeur végétale. Salve tonifiante de leur enivrant parfum. Titillant, caressant jusqu'au spectrum. Chante le rossignol aux langoureuses mélodies espagnoles. S'envolent les hirondelles, battant de leurs ailes décibels. Le ciel bleuté fait voguer ces petits baisers blancs qui langoureusement se distillent dans un monde tout neuf. Un bébé qui ouvre ses yeux étincelants de vie, un café tout bas, de la musique, des khassaïd, un réveil qui fait oublier, offre, ouvre, promet du beau, du bien. Alors là, ça montre qu'il faudrait tout simplement profiter de la vie. Et si tant est que le petit matin est peut-être une vague qui pourrait tout simplement balayer d'un revers tout ce qu'on a eu à vivre dans un passé tout simplement récent. Le comportement des hommes, leur façon d'être, vous en avez quelque peu parlé. Cris de détresse, trahison, déception. Là également, est-ce une façon à vous de vous rappeler de vos mauvais souvenirs, ou alors est-ce une façon de rappeler à l'humanité, comme l'avait dit Victor Hugo, que si vous parlez de vous, c'est parce que vous parlez à toute l'humanité? Bien sûr, M. Top, revenir sur l'humain qui peut être à ce qu'il y a de plus beau, c'est également revenir sur ces aspects qui parfois peuvent nuire à son prochain. Cri de détresse, comme vous l'avez dit, ce qu'on a eu à vivre et qui est douloureux, qui nous reste au travers de la gorge. Je crois que tout un chacun, chaque individu a au moins dans cette vie souffert quelque part. Et cette souffrance-là, le poète, lui encore, comme le fait Victor Hugo, vous avez parlé de lui, il extériorise ce qu'il a au fond de lui. Et également, vous parlez du comportement des êtres humains. Il y a un poème qui s'appelle la crise des valeurs. Exact. Là, on se rend compte que beaucoup de ce qui constituait les valeurs humaines, je ne dirais pas tout simplement africaines, parce que la bonté, c'est la bonté, d'où qu'elle puisse venir, et également son contraire, c'est son contraire. Mais on se rend compte que la duplicité de certains êtres humains, le mensonge, l'hypocrisie, la trahison, et tout sont des mots qui gangrènent profondément notre société. Et là, le poète que je suis quelque part fait un appel à ces valeurs-là qui ne sont plus choyées, dont on ne fait plus recours. Et ces valeurs-là, c'est comme si, je l'ai déjà dit, je faisais un appel pour qu'elles reviennent, pour un monde meilleur. La politique altérée, la santé qui nous fait certes souffrir, mais qui nous fait également, qui nous donne un sentiment d'épanouissement. Ce choix de parler de la politique, nous savons ce qu'elle représente dans nos cités, et d'autre part également, ce qui est indubitablement lié à l'être humain, c'est-à-dire la santé. Pourquoi vous avez également choisi de parler de ces deux thèmes? Alors, la politique, je crois qu'elle est d'actualité dans notre pays comme dans d'autres. Hein. J'en parle parce que je me dis que la politique, dans son essence, est tout simplement, son sens est galvaudé, c'est biaisé. Politikos, ce poème-là que j'appelle Politikos, je reviens à la source même du mot, à la source grecque. Politikos, l'art de gérer la cité. Mais on se rend compte que beaucoup qui aspirent ou qui voudraient détenir des rênes, avoir le pouvoir, sont, dans la plupart du temps, et ça c'est malheureux, ils sont là pour leurs vils intérêts,
tel que le dit le poème ou tel que je le formule dans ce poème Politikos. Et là, c'est un cri de cœur pour que les gens comprennent que la politique en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais c'est l'usage qu'en fait certains hommes, car c'est noble. Je dis quelque part que nulle cité prospère ne s'est construite sans la lance de la politique. Exact. Alors là, on fait un appel tout simplement à ce que la politique retrouve ce qu'elle était bien avant que ce sens-là soit tout simplement altéré. Mais je ne m'arrête pas là-bas. Puisqu'on parle d'une politique qui a été galvaudée, d'une certaine, je dirais, trahison par rapport à ceux qui donnent leur suffrage, ceux qui font confiance à des hommes et des femmes, pour qu'ils les représentent, pour qu'ils pensent d'abord au peuple, c'est ce qui m'a poussé à écrire un poème, très acerbe peut-être. En observant le titre, on se rendra compte que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, parce que je l'intitule « À nos vampires, nos sangsues ». Ça fait rire. On ne retrouve pas les vampires uniquement dans des films d'horreur. On les retrouve également dans des sociétés où ces gens-là sucent le sang de leur peuple. Le terme même sansu, ce sont des gens qui vivent tout simplement de la misère des autres. Car tout simplement, la redistribution des biens en tant que tel n'est pas équitable. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Quand certains qui dirigent, excusez-moi, je suis dans le terrain de la politique, se retrouvent avec des milliards, je me dis que ces gens-là, on leur doit milliards. Pour utiliser une expression, voilà, tout simplement, cela veut dire que ces gens-là qui pillent les ressources, qui détournent de l'argent les deniers publics, on devrait tout simplement les sanctionner comme cela se doit. Mais malheureusement, compromission sur compromission, on ne le dira pas pour tous, mais ceux qui détiennent les rênes, ceux qui gouvernent, ceux qui sont dans des sphères où on doit gérer et bien gérer, souvent ils s'entendent entre eux et c'est le petit peuple qui en pâtit. Et ça, les poètes l'ont toujours dénoncé. Car il y va de l'intérêt de tout le monde que l'on puisse avoir des politiques dignes de ce nom, pour l'intérêt de tout le monde et pas pour l'intérêt tout simplement de soi-même ou de ceux qui nous sont proches. Entre poésie engagée ou alors poésie esthétique, vous avez fait votre choix? Les deux. Le choix, les deux. En Europe, peut-être, on dit que l'art peut ne pas être utile. C'est la conception des Parnassiens, l'art pour l'art. Mais en Afrique, fondamentalement, tout art a une utilité. Et je crois que cette position-là peut être partagée par d'autres écrivains, d'autres artistes qui ne sont pas peut-être africains, mais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, etc. Parce qu'on met cet art-là, dès qu'on parle d'art, forcément, il y a quelque chose de beau. Maintenant, est-ce qu'il faudrait privilégier ce qui est beau au détriment de ce qui est utile? Toujours est-il que ça, c'est la mesure. Parfois, le beau peut prendre le dessus, mais parfois, l'utile peut prendre également le dessus. L'essentiel, c'est de valser dans les deux océans. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, je rappelle juste que notre invité du jour est né à Mbour en 1983. Mambala Mbaké trouve ses racines à Touba, naturellement. Après son baccalauréat au lycée Demba Diop d'Hambourg, il fait ses humanités à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avant d'intégrer en 2010 l'école normale, la FASTEF, d'où il sort professeur de lettres modernes. On me signale que presque c'est la fin de l'émission, mais avant, il faudrait qu'on essaie de laisser un héritage. Si je meurs, un beau poème que vous allez sans doute lire à nos téléspectateurs avant que nous leur prenions congé. D'accord. À la page 93. Page 93. Merci beaucoup, monsieur Top. Ce poème-là, je crois que tout père pourrait se l'approprier. Parce que quel que soit Alpha, nous l'avons déjà dit, la mort est inévitable. Exact. Alors, puisque nous ne pouvons y échapper, vaut mieux se préparer à avoir une belle mort, comme le dirait l'autre. Si je meurs,
Si je meurs, dites à mes enfants que je n'ai pas fui. Dites-leur que je veille sur eux chaque nuit. Oui, faites-leur savoir que sans eux, je m'ennuie. Suis mort, mais reste sensible à leur moindre petit bruit. Si je meurs, rappelez à ma descendance que, de mon mieux, j'ai peiné. Qu'elle ne se laisse pas dans les tourments entraîner. Si je meurs, conseillez à ma progéniture d'être fort, j'aurais voulu pour eux défier la mort. Si je meurs, femme, souviens-toi de moi. Sois l'épouse digne d'occuper mon toit. Bois à mon salut. Préserve ta foi. L'émoi ne doit pas avoir le dessus sur toi. Mes chers enfants, restez courageux. Ayez foi en Dieu, le miséricordieux. À toute épreuve, restez de véritables croyants-croyantes. Honorez-moi, soyez endurants. Respectez votre mère, soyez à son chevet. Elle a été une bonne compagne. Accompagnez-la jusqu'à ce qu'elle me rejoigne. Mais vous, vivez, étonné, impressionné par vos qualités. Merci beaucoup, Mme Balla Mbacké. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup, M. Top, de m'avoir invité. Là, c'est toujours un honneur et un réel plaisir d'être dans vos locaux, les éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Cet ouvrage est disponible ici aux éditions L'Harmattan Sénégal, également disponible sur le site de L'Harmattan Sénégal, L'Harmattan Paris, sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette émission et on se donne rendez-vous prochainement.